Eh bien voilà, il est temps de commencer. Bonjour à toutes et à tous. Voici la deuxième séance de ce programme initié avec Stéphane Mallat, Stanislas Dehaene et moi-même et d'autres collègues à l'initiative de la Fondation du Collège de France et de ses mécènes et évidemment en synergie complète avec le Collège de France. Ici même. Et vous avez peut-être assisté déjà, en tout cas c'est en ligne de toute façon, à la conférence d'Elisabeth Spelke. Et aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence artificielle et de mathématiques au lycée. Le programme ou le titre est ici. C'est un programme qui vise, comme son titre l'indique, à réenchanter les mathématiques, non pas pour en faire une opération magique, mais pour dire tout simplement que les mathématiques méritent d'être traitées avec de multiples approches pour leur redonner la valeur, et non pas une valeur de repoussoir, mais une valeur d'appétit et de goût pour les mathématiques. C'est une langue qu'il faut apprendre, et elle se laisse apprendre par différentes voies, et en tout cas la pédagogie et toutes sortes d'initiatives et d'innovations pédagogiques aident beaucoup à la transformer et à transformer l'approche et avec une efficacité qui est démontrée par quantité d'expérimentation. Donc il faut s'y plonger pour avancer et pour sortir de l'ornière d'un défaitisme, alors que nous avons une brillante école mathématique française. Nous ne sommes pas dans une très bonne situation pour ce qui est de la réussite au collège et au lycée, et même dans le primaire. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une conférence d'un trio, ou du moins de deux membres du trio. Le troisième, je vous le présenterai dans un instant. Stéphane Mallat, c'est mon collègue du Collège de France, qui est titulaire de la chaire Sciences des données et qui est aussi membre de l'Académie des sciences et qui est en outre directeur d'équipe à l'École normale supérieure. Je crois que son agenda avec son sujet, Sciences des données, est bien chargé, mais il opère sur beaucoup de fronts différents et il est attentif à la fois à la fine pointe de la recherche en intelligence artificielle, mais aussi à l'effort pour faire de sa recherche un bien commun, y compris pour transformer l'éducation. Et c'est un des enjeux de ce qui sera présenté maintenant. Sa page web sur le site du Collège de France vous donnera beaucoup d'indications sur sa trajectoire et ses publications. Ça fait partie des grands plaisirs du Collège de France que de rencontrer des collègues qui sont au sommet de la discipline et d'apprendre d'eux. Moi-même, je suis sociologue, donc j'ai beaucoup de plaisir à travailler sur le monde des mathématiques et je vous en parlerai la prochaine fois. Mais voilà. Et son collègue qui présentera avec lui la conférence dans un premier temps, c'est Miguel Toqué, qui est inspecteur d'académie et inspecteur pédagogique régional de mathématiques dans l'Académie de Lille, qui a enseigné au collège et à l'université, qui a été auprès d'un inspecteur général dont le nom est connu, Charles Torossian, notamment à travers un rapport Villani-Torossian sur les mathématiques, et qui travaille maintenant au copilotage des labos maths et au déploiement de stratégies académiques concernant l'intelligence artificielle. Et dans un deuxième temps, lorsque les questions surgiront de la salle, mais aussi par Internet, Hakim Viennet, qui est lui-même cofondateur et directeur de Math à Data, dont il va être beaucoup question maintenant, interviendra pour prendre les questions et animer le débat sur les sujets qui sont traités maintenant. Et le titre est beau, son titre est presque un sous-titre. Enseigner les mathématiques au lycée avec les challenges d'intelligence artificielle. C'est un sujet qui ne peut pas être plus chaud qu'il l'est. Et on ira de l'intuition à l'abstraction. C'est un fameux programme. Je donne tout de suite la parole à Stéphane. Merci beaucoup, Jean-Michel. Donc c'est un plaisir d'être là pour vous exposer ce programme qui a été initié à l'École normale supérieure et au Collège de France, notamment avec le support de la Fondation du Collège de France, Agir pour l'éducation. Et effectivement, l'idée, c'est de revisiter un peu une façon d'enseigner les mathématiques au lycée et à la fin du collège. Et c'est un grand plaisir de faire ça avec Miguel Toqué, qui est, comme Jean-Michel l'a dit, inspecteur à l'Éducation nationale, parce qu'on a vraiment fait ça en partenariat, comme je l'expliquerai, avec l'Éducation nationale. Donc,
Au début, bien sûr, il y a la question de la crise de l'enseignement des mathématiques en France. Et derrière cette crise, où il y a beaucoup de raisons systémiques, il y a aussi cette anxiété vis-à-vis des mathématiques qu'on retrouve constamment dans toutes les enquêtes PISA où la France n'est pas bien placée. En particulier, c'est encore plus amplifié pour les jeunes filles ou pour des élèves de classes plus défavorisées. Et d'une façon générale, le manque de motivation qui a explosé au moment où les mathématiques sont devenues optionnelles. Et il y a eu une très grande baisse du nombre d'élèves qui ont décidé de faire des mathématiques. Donc ça, c'est vraiment un indicateur très fort. Et une des explications qui est admise assez largement, c'est le fait que l'enseignement des mathématiques en France reste beaucoup trop formel. Et ça, c'est un peu comme enseigner de la musique en passant que par le solfège, sans écouter de musique, sans jouer d'un instrument. On perd le sens, on perd l'envie, et du coup, on ne comprend pas ce qu'il y a derrière les mathématiques. Or, l'intuition, c'est quelque chose de complètement fondamental et ça se construit par l'expérience. Il y a beaucoup de très beaux écrits là-dessus, à commencer par Poincaré, une critique très acerbe de l'enseignement des maths par un grand mathématicien russe, Vladimir Arnold, qui montre que dans tous les cas, le lien avec la physique, le lien avec le monde est absolument fondamental pour comprendre les mathématiques. Donc cette compréhension de l'abstraction, c'est un vrai chemin, c'est un chemin qui est ancré dans l'expérience, qui est ancré dans les manipulations et de l'expérimentation. Et l'enjeu, c'est d'accéder au sens. L'abstraction, ce n'est pas simplement de la grammaire, ça correspond à des choses qui ont du sens. Ce sens peut varier d'une personne à l'autre et on se le construit en faisant le lien entre des expérimentations et cette abstraction. Ça, c'est quelque chose auquel je suis particulièrement sensible. Moi-même, comme nombre d'entre nous, je suis un enfant des mathématiques modernes bourbakistes, c'est-à-dire qu'à 5 ans, je jouais par terre pour apprendre les mathématiques et découvrir la théorie des ensembles. Et il y a eu énormément d'enfants qui ont été terrorisés, ont décroché avec ce type d'enseignement. Et de mon côté, c'est que en allant aux États-Unis, en découvrant que les mathématiques aussi pouvaient se voir d'un point de vue beaucoup plus expérimental à travers des expériences qui étaient du côté numérique de mon côté, que j'ai pu prendre ma liberté sur les maths et réaliser qu'on peut être très créatif, mais pour ça, il faut comprendre à niveau le sens des objets qui sont derrière. Donc ce diagnostic, il est clair, il est partagé par la plupart d'entre nous. Il y a eu beaucoup de recherches didactiques, pédagogiques là-dessus, beaucoup d'approches qui ont été proposées pour aller contre cette tendance. Et pourtant, il y a pour l'instant trop peu d'initiatives qui sont capables de passer à l'échelle, aussi bien en fin de collège qu'au lycée, pour essayer d'introduire plus d'expérimentation, plus de manipulation, plus de compréhension du sens derrière les mathématiques qui sont enseignées. Et ça va être vraiment le sens de tout ce que l'on va présenter aujourd'hui. Alors, il y a bien sûr eu des propositions pour essayer d'introduire le lien entre les mathématiques et les problématiques du monde, et notamment ce qu'on appelle l'approche par problème. En anglais, c'est problem-based learning. Je mets les initiales parce que c'est souvent vu comme ça. Et il y a eu beaucoup d'études depuis les années 70. Ça a commencé au Canada et c'était plutôt au départ dans le cadre d'études médicales qui ont été étendues à peu près tous les domaines, y compris les mathématiques. Et l'idée, c'est que pour construire ce sens, c'est très important de construire une expérience de résolution de problèmes ouverts, de problèmes qui sont en lien avec le monde, et de travailler de façon un peu plus collaborative. Alors, il y a beaucoup d'avantages. Comme je le disais, l'accent qui est mis sur le sens. D'où vient cette abstraction? Elle vient de problèmes pour faire cet aller-retour entre d'un côté les problèmes, de l'autre côté l'abstraction mathématique. On a observé que ça a amené une meilleure compréhension pour les élèves, aussi une forme d'automotivation, capacité de travailler en équipe, mais aussi un certain nombre d'inconvénients. Et ces inconvénients, notamment, ça nécessite beaucoup de temps,
à la fois en classe, mais aussi de préparation pour les professeurs. Ça demande aux professeurs de changer de rôle depuis un enseignement guidé à une position plutôt de tuteur, ce qui n'est pas forcément accepté ou adapté pour certains professeurs. Et d'une façon générale, ça n'est pas passé à l'échelle, en tout cas dans le cadre de l'éducation nationale, et il y a beaucoup de documents qui le montrent. Alors, ce que je vais ici montrer, c'est qu'à travers l'intelligence artificielle, et notamment ce que je vais décrire, qui sont ces challenges d'intelligence artificielle, on a une réserve de problèmes qui permettent de s'engager dans ce type de pédagogie, tout en essayant de modifier les choses pour que, comme on le verra, on puisse faire une forme de passage à l'échelle et s'adapter aux besoins de guider un peu plus les élèves. Alors, l'intelligence artificielle, ça va être bien sûr un sujet important ici. Comme vous le savez, il y a une forme d'intrusion de l'intelligence artificielle à l'école, que je dis intrusion parce que ce n'est pas volontaire, c'est par les élèves et notamment par le fait que la plupart, une très grande proportion des élèves, font maintenant leur devoir quand ils le peuvent avec des modèles de langage, notamment par exemple ChatGPT, que ce soit pour faire des maths, du français, des langues, etc. Et donc, une des questions qui est maintenant imposée aux enseignants, parce que les élèves l'utilisent, c'est comment utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre d'un enseignement pour véritablement aider les élèves à apprendre les fondamentaux qu'ils doivent apprendre à l'école. Alors, bien sûr, la première idée qui vient à l'esprit et qui a été beaucoup développée, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle comme une forme de tutorat personnalisé qui peut s'adapter à l'élève, qui peut proposer des exercices adaptés en fonction du niveau de l'élève. Et c'est quelque chose effectivement de tout à fait intéressant. En même temps, on sait bien que l'enseignement, ça ne passe pas directement entre un élève et un écran d'ordinateur. C'est fondamental que l'enseignant soit là en tant que médiateur et pour motiver ses enseignements. Et donc la question, c'est de comprendre comment on l'intègre. Pour pouvoir comprendre comment l'intelligence artificielle peut être intégrée à l'enseignement, un des éléments très importants pour les professeurs, c'est d'abord de comprendre la nature de l'intelligence artificielle. Autrement dit, que ce soit un objet de connaissance, quelque chose qu'on maîtrise, et non pas une sorte de boîte noire qui est un peu magique, qui vous donne les réponses. Donc, ce premier aspect va être important ici, et ce qu'on va montrer, c'est que c'est en même temps une opportunité pour les mathématiques. C'est une opportunité pour les mathématiques parce que derrière l'intelligence artificielle, eh bien, il y a des mathématiques et il y a des très belles mathématiques qu'on va pouvoir découvrir et faire découvrir aux élèves. Alors, l'approche qu'on propose donc de ce programme Mathedata, c'est au départ donc de partir de problèmes qui sont des problèmes du monde réel et je les décrirai, qui vont nous permettre de faire un enseignement des mathématiques. La première spécificité de ces problèmes, comme vous le verrez, c'est qu'il y a un passage rapide de problèmes qui peuvent être des problèmes, par exemple, de diagnostic médical, j'en décrirai un certain nombre, aux mathématiques. Et ça, c'est une des très grosses difficultés, généralement, quand on enseigne les maths, c'est que quand, par exemple, on utilise des problèmes de physique, il faut d'abord enseigner la physique, ça demande beaucoup de temps, et donc le passage aux mathématiques demande beaucoup de temps a priori pour préparer le problème, ce qui réduit le temps des mathématiques. Ici, ce qu'on va montrer, c'est qu'il y a une vraie opportunité de faire des mathématiques sur des vrais problèmes, un passage très rapide aux mathématiques. Notamment, ce qu'on va montrer, c'est que à peu près toutes les mathématiques du lycée sont couvertes par ce type d'approche, et l'expérimentation va être au centre. Et ça va être une expérimentation numérique avec des ordinateurs et avec surtout la possibilité pour les élèves d'apporter des solutions créatives qui vont bien au-delà de ce qu'on propose au départ. On verra aussi qu'il y a un des aspects importants dans ce type d'approche, c'est un côté un peu ludique, c'est pour les élèves de
découvrir qu'ils peuvent avoir des scores qui sont meilleurs que ce qui a été proposé au départ, de faire ça en groupe et donc de pouvoir avoir un travail collaboratif autour de tout ça. Donc derrière l'aspect purement mathématique, comme je disais, il y a le côté comprendre les mathématiques. Et ce qu'on va voir, c'est que derrière l'intelligence artificielle, il y a aussi un modèle mathématique de l'apprentissage qui donne une forme de miroir par rapport à l'enseignement où l'erreur joue un rôle fondamental dans l'apprentissage. Et ça aussi, c'est un message important pour les élèves. Donc, le type d'approche qu'on va prendre aussi, c'est un enseignement explicite, c'est-à-dire guidé, mais qui est basé sur des problèmes, où les enseignants vont guider les élèves, et tout ça est basé sur un co-développement avec l'éducation nationale. Ce que l'on approche de notre côté, ce que l'on apporte de notre côté, c'est un savoir-faire en maths, en lien avec le numérique, l'intelligence artificielle et la possibilité de décliner ça en termes de mathématiques pour les élèves. Mais ensuite, il y a tout l'aspect pédagogique en classe qui est vraiment apporté par cette collaboration avec les professeurs. Et l'enjeu, comme je disais, c'est d'être capable de faire un passage à l'échelle nationale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un challenge d'intelligence artificielle? D'une façon générale, c'est quoi un problème d'intelligence artificielle? Au départ, on a des données qui vont donner de l'information, et l'enjeu, c'est d'être capable de répondre à une question, et on appellera toujours R la réponse à la question, à partir des données. Donc, par exemple, un premier challenge, on vous donne une image sur laquelle il y a un chiffre manuscrit qui a été écrit, et le problème, c'est de reconnaître le chiffre entre, disons, 0 et 9. Un deuxième type de problème, c'est que vous avez un électrocardiogramme, et qui est l'électrocardiogramme d'un fœtus d'une femme qui va bientôt accoucher. Et l'enjeu, c'est de décider si on doit faire une césarienne ou pas, et donc savoir si le fœtus est sous stress en situation urgente ou pas. Et donc, ce sont des vraies données, un vrai problème qu'on propose aux élèves d'essayer de résoudre. Autre type de problème, une des questions classiques a été de savoir est-ce que certains textes de Molière avaient été écrits par Corneille. Donc on donne des textes et à travers l'enjeu du challenge, c'est d'essayer de répondre à la question est-ce que ce texte a été écrit par Corneille ou Molière? Et puis, il y en a d'autres, par exemple, reconnaître les structures de chants de baleines. Il y a toutes sortes de challenges ainsi qui sont posés. Ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, on va avoir des données, donc qui sont ici notées D, et je rentrerai un peu plus dans les détails. Et l'enjeu, c'est, à partir de ces données, qui peuvent avoir des formes différentes, c'est de développer un algorithme, donc une séquence d'instructions, qui va être capable de trouver la réponse, ou en tout cas une estimation de la réponse. Alors, le challenge sur lequel que je vais prendre comme exemple ici, ça sera un challenge de reconnaissance d'image, de chiffres manuscrits dans une image. Donc, trouver le chiffre R dans l'image. Qu'est-ce que c'est qu'une image? C'est un tableau de nombres qui sont des entiers. Entre 0, 0, ça correspond à un point noir, ou 255, 255, ça correspond à un point blanc. Donc ça, ce sont les données. Et l'enjeu ici, ça va être au départ de reconnaître est-ce que l'image est une image d'un 2 ou est-ce que c'est l'image d'un 7. Donc la réponse, c'est 2 ou 7. Tous les challenges vont rentrer dans le même cadre mathématique. Et ça, c'est quelque chose de très fondamental, et c'est toute la beauté des mathématiques, c'est qu'à partir d'une approche, on va pouvoir avoir énormément d'applications complètement diverses en extrayant l'essence du problème. Et ici, l'essence du problème, c'est l'apprentissage en intelligence artificielle. Donc, comme je l'ai dit, on a des données, qui va être une famille de nombres. À partir de ces données, on va calculer une ou plusieurs caractéristiques. Ces caractéristiques, ça va être des informations qui vont nous permettre de donner la réponse à la question qui a été posée. Et donc, on va extraire de l'information à partir des données. Et la réponse, on va la calculer avec un classificateur qui va, par exemple, décider est-ce que cette image est plutôt un 2 ou est-ce que cette image est plutôt un 7. La particularité de ces algorithmes d'intelligence artificielle, c'est qu'ils vont dépendre d'un paramètre qui va être appris au fur et à mesure.
Alors la phase d'apprentissage, elle apparaît ici. Chaque fois que vous définissez un algorithme, vous allez pouvoir regarder quelles sont les erreurs qu'a fait cet algorithme sur une base de données d'entraînement pour laquelle vous connaissez la bonne réponse. Donc vous allez regarder, est-ce que l'estimation est égale ou est différente de la vraie réponse? Autrement dit, est-ce que vous avez fait une erreur? Vous allez calculer toutes les erreurs qui vont dépendre du paramètre de l'algorithme. Et l'enjeu de l'apprentissage, c'est d'ajuster le paramètre de façon à faire le moins d'erreurs possible. Autrement dit, c'est comme un étudiant qui petit à petit apprend à faire des exercices en faisant petit à petit de moins en moins d'erreurs avec une procédure d'essai et d'erreur. Donc l'enjeu, ça va être d'avoir le plus petit nombre d'erreurs, qui est cette fonction qui dépend du paramètre. Bien sûr, le but, ce n'est pas de répondre comme un perroquet parce qu'on a appris les réponses par cœur, c'est de généraliser. Et donc là encore, c'est comme dans un test que vous feriez en classe, on va donner des nouvelles données, et ce qu'on veut assurer, c'est que l'algorithme soit capable de répondre en faisant pas plus d'erreurs sur des données qu'il n'a jamais vues. D'accord? Et donc, ça, c'est la notion de généralisation, et il va falloir s'assurer que l'algorithme généralise. Donc, ce qu'on va montrer, c'est qu'à travers ce cadre, on peut couvrir toutes les mathématiques du lycée. Pourquoi? On va voir qu'avec une seule caractéristique, c'est-à-dire un algorithme assez simple, on peut couvrir essentiellement tout ce qui est enseigné en statistique, que ce soit les écarts-types, l'échantillonnage, etc. Dès qu'on passe à deux caractéristiques, on passe à de la géométrie dans le plan, et on va pouvoir, en développant ces algorithmes de classification, couvrir essentiellement tous les éléments de la géométrie du plan, que ce soit les droites, vecteurs, produits scalaires, etc., voire de l'espace si on prend trois caractéristiques. On a vu que l'enjeu de l'apprentissage, c'est de faire le moins d'erreurs possible, et on a une fonction qui va dépendre d'un paramètre. Autrement dit, là, tout d'un coup, on se retrouve en maths dans le domaine de l'analyse de fonctions, trouver des minimums. Pour trouver le minimum, les dérivés peuvent être utiles, on peut regarder le tableau de variation, etc. Et là, on couvre essentiellement toute l'analyse qui est enseignée au lycée. La généralisation, ça vient de quoi? Ça vient du fait que si on a suffisamment d'exemples d'entraînement, alors si on prend des exemples de tests, on va avoir le même type de réponse. Pourquoi? Eh bien, derrière, c'est tout simplement la loi des grands nombres. Et donc, on retrouve toutes les probabilités, probabilité conditionnelle, la loi des grands nombres et tout ce qu'on enseigne, que ce soit en seconde, première, terminale, en probabilité. Et puis, je montrerai aussi qu'en allant jusqu'au réseau de neurones, on peut faire un enseignement de l'informatique et de l'intelligence artificielle derrière. Alors, d'abord en statistique. En statistique, si vous avez un nombre, par exemple, qui résume l'image, disons la somme des pixels, vous voyez que comme il y a moins de points blancs ici que pour un 2, où il y a beaucoup plus de points blancs que pour un 7, si x ici, c'est la somme des valeurs de pixels, cette somme va avoir tendance à être plus petite pour les 7 que pour les 2. Comment on peut faire un classificateur? Tout simplement en définissant un seuil, en disant tout ce qui est plus petit que ce seuil, ça va être un 7, tout ce qui est plus petit que ce seuil, ça va être un 2. Éventuellement, on peut faire des erreurs, comme vous le voyez ici. L'enjeu, c'est de définir le meilleur seuil. Comment on peut regarder quel est le meilleur seuil? Eh bien, on va regarder le nombre de points qui ont différentes valeurs. Autrement dit, on va tomber sur la notion d'histogramme et on peut montrer que le meilleur seuil, on peut regarder les histogrammes des valeurs pour les 7 et les histogrammes pour les 2, et on peut montrer que le meilleur seuil, c'est l'intersection des histogrammes. Et à travers ça, on couvre toutes les statistiques, la notion d'étendue, de variance, de quartile, etc. Et il y a beaucoup d'exercices qui peuvent se faire dans ce type de cadre. Alors la géométrie. La géométrie, elle va apparaître dès qu'au lieu d'avoir une seule caractéristique, ce qui est une description assez pauvre des données, on se dit on va en prendre deux. Par exemple, je prends la valeur moyenne de l'image au-dessus sur la partie supérieure et la valeur moyenne de l'image sur la partie inférieure. Je vais donc avoir deux nombres, x1 et x2, qui décrivent l'image. Et donc maintenant, l'image peut être représentée comme un point
dans un plan. Maintenant, si vous prenez toutes les images de votre base d'entraînement, les 2 vont définir toute une famille de points que vous voyez ici en bleu, les 7, toute une autre famille de points que vous voyez ici. À nouveau, un classificateur, ça va consister à faire quoi? À discriminer les 2 des 7, et ça, on va pouvoir le faire avec une droite. Mais bien sûr, la droite, il va falloir l'ajuster pour qu'elle soit au bon endroit. Une droite, c'est paramétré comment? Ce qu'on apprend en seconde, par le coefficient directeur et la valeur en 0, P, et donc voilà les 2 paramètres de la droite. Et maintenant, vous pouvez ajuster ces paramètres, essayer de définir quels sont les paramètres qui minimisent l'erreur, et on va ainsi découvrir essentiellement toutes les maths qui sont autour de la géométrie du plan jusqu'en première terminale. Et donc, je le disais, pour l'analyse de fonctions, ça, c'est quelque chose qui arrive très naturellement dès qu'on regarde la notion d'erreur. La notion d'erreur, tout l'enjeu, c'est de le minimiser, et ça dépend d'un paramètre, ici T. Ce qu'on voudrait, c'est trouver le paramètre qui donne une erreur minimum. Et bien sûr, la question, c'est comment faire ça avec le moins d'essais et d'erreurs. Et une approche naïve, ça consisterait à dire je vais prendre mon paramètre T et puis prendre toutes les valeurs possibles avec un certain incrément, un échantillonnage uniforme. Mais il ne faut pas oublier que chaque fois que vous allez choisir un paramètre, il va falloir le tester sur toute la base de données. Beaucoup de calculs. Au lieu de faire ça, on peut se dire je prends un paramètre, ici, et maintenant je me pose la question comment le modifier? Comment le modifier? Je peux regarder l'incrément local, autrement dit la dérivée de la courbe, et ça va me donner la direction dans laquelle l'erreur diminue. Et ça va me permettre de choisir un deuxième paramètre. C'est ce qu'on appelle une descente de dérivée. Et puis, sur le deuxième paramètre, je peux refaire la même chose, etc. À travers ça, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre la dérivée non pas comme un nombre un peu abstrait d'une fonction, mais tout simplement le fait que la dérivée, c'est la notion d'incrément, c'est la notion de pente sur une courbe. C'est ça qui me permet de voir dans quelle direction la courbe va devenir plus petite. Et donc, on a une pratique qui permet d'accéder à nouveau au sens de l'objet mathématique qui est derrière. Et on peut aller bien sûr bien au-delà, notion de convexité, de suites qui vont converger pour les programmes en première terminale. Alors, tout ça, ça rentre dans un cadre. Et ce cadre donc, a été établi avec Hakim Viennet, qui est ici, et en collaboration avec Michel Toquet, et essentiellement un cadre d'enseignement explicite au sens où on donne une formalisation du problème mathématique, mais ensuite c'est aux élèves de comprendre le lien entre ce cadre et le problème qui leur est proposé. Donc il y a 3 phases qu'on propose. La première phase, on pose le cadre, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'apprentissage, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle en termes mathématiques, avec un rappel des notions essentielles, suivant le chapitre qu'ils vont découvrir, que ce soit des stats, de la géométrie ou, par exemple, de l'analyse. Ensuite, il y a une phase de manipulation, c'est-à-dire que sur ordinateur, et je vous montrerai rapidement, ils expérimentent, ils essayent de résoudre le challenge en lien avec les outils mathématiques, et surtout, ils essayent de développer leurs propres solutions créatives qui améliorent le score. Et la dernière phase, on revient sur les maths pour essayer d'interpréter pourquoi ça a mieux marché ici et d'approfondir les mathématiques à travers des exercices et des démonstrations. Alors l'enjeu quand on fait ce genre de choses en classe, c'est d'abord de respecter les contraintes de temps, parce qu'au lycée, il n'y a pas beaucoup de temps. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ce genre d'approche soit perçu comme une perte de temps et ne soit une perte de temps pour les professeurs. Et ça doit rentrer dans le programme. Et c'est ce qu'on fait, c'est tout le travail, c'est-à-dire que le programme est décliné suivant ce genre de problème. Donc tous les contenus qu'on propose, que je vous présenterai très rapidement, sont modifiables par les professeurs, et ces contenus sont faits en co-développement avec les professeurs de l'Éducation nationale et notamment de l'Académie de Lille, donc avec Hakim Viennet et Miguel Toquet. Donc je vais rapidement vous montrer ce que ça peut être
une expérimentation numérique sur ordinateur, on organise les choses de façon à ce que, quel que soit le challenge ou quel que soit le chapitre de maths, la structure de l'expérimentation reste essentiellement la même pour que ce soit plus facile à enseigner et aussi pour garder une structuration de l'enseignement. Donc il y a toujours une première phase où on découvre les données, avec un premier algorithme de départ pour mettre le pied à l'étrier aux élèves, et ils découvrent ainsi les différents aspects de cette modélisation mathématique, c'est-à-dire les caractéristiques et l'aspect de classification. Ils vont arriver avec un algorithme qui a des performances assez limitées. Ici, le taux d'erreur est, disons, de l'ordre de 30%. Et ensuite, ce sera à eux de modifier les choses pour obtenir des solutions bien meilleures. Et ils peuvent améliorer, dans ce cas-là, essentiellement par un facteur 10, la performance de ce type d'algorithme. Donc, découvrir ce que c'est qu'une donnée, dans le cas d'une image, c'est comprendre qu'une image, eh bien, chaque point a un niveau de grille codé par un nombre. 0, c'est un point noir, blanc, c'est 255, et vous avez le tableau sur lequel ils expérimentent. Ensuite, c'est comprendre la structure algorithmique, où le problème est décliné en différentes phases, un calcul de caractéristiques. Donc là, ici, on est par exemple dans le cas de la géométrie où il y aura 2 caractéristiques qu'on explique, ils manipulent, ils font les calculs eux-mêmes pour essayer de voir les propriétés de ces 2 caractéristiques. Et puis, il y a le passage à la géométrie où tout d'un coup, on a un changement radical de représentation où on passe d'une image à un point dans le plan. Comprendre ça, c'est quelque chose d'assez fondamental en maths. Et ensuite, ils peuvent manipuler la notion de droite. Ils manipulent la notion de droite, vous voyez ici la droite, vous avez des curseurs, et suivant le curseur, eh bien, la droite va bouger, ce qui permet d'avoir une intuition du lien entre les paramètres et la droite, et surtout, la performance va être modifiée, parce qu'une droite qui divise le plan en 2 ici va donner évidemment des très mauvais résultats, parce qu'ici, on mélange les 2 classes. Il faut que la droite se retrouve quelque part au milieu. Donc, tout ce qu'on fait ici, c'est sans programmation. On a commencé au départ par faire un tout petit peu programmer les élèves et on s'est très vite rendu compte que ça ne fonctionnait pas dans des classes de maths parce qu'il y avait beaucoup trop de temps qui était passé sur les aspects informatiques. Donc là, tout est entièrement centré sur le travail en maths et ça, c'est un travail qui est fait par Romaric Guth et Hakim Viennet. Et puis, comme je disais, la dernière phase, c'est pour les élèves de comprendre quelles sont les bonnes caractéristiques. Et donc ça, c'est une vraie phase de modélisation mathématique où il faut comprendre les structures d'un 2, d'un 7 qui vont permettre de les différencier avec un nombre de caractéristiques qui est réduit à 2 paramètres. Et c'est là qu'on peut considérablement améliorer les choses. Donc, comme je disais, la troisième phase, c'est un retour sur les mathématiques où on reprend les expérimentations et on essaye de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre pourquoi le seuil optimal, par exemple, c'est l'intersection des 2 histogrammes, le lien entre la moyenne, la variance, l'histogramme, etc. Et là, on retombe sur les exercices du cours qui leur permettent, bien sûr, de passer les examens tout à fait standards. Donc tout ça, ça s'insère complètement dans le programme et c'est l'objectif. Et beaucoup de ces exercices sont faits par Louis Capieto et Andrada Quilasmaran, qui sont 2 professeurs qui font partie de l'équipe. Le dernier aspect, c'est le lien entre maths et informatique. Donc ça, c'est un parent pauvre un peu de l'enseignement en France, c'est-à-dire qu'il y a une forme de tension un peu larvée entre maths et informatique parce qu'avec cette perception que l'informatique vient prendre parfois des heures aux mathématiques, sachant qu'on n'a pas beaucoup d'heures pour déjà enseigner les mathématiques. L'enjeu ici, c'est d'essayer de dépasser ça. Et là, ce qu'on a fait, c'est aussi donner la possibilité aux élèves de découvrir ce que c'est qu'un réseau de neurones, tout en comprenant les mathématiques sous-jacentes et en étant capable de programmer un petit peu. Donc là, c'est typiquement des choses qui sont plutôt enseignées dans des classes de sciences numériques et technologiques ou informatiques en seconde ou en première. Alors, je vais vous parler de ça et notamment dans le cadre d'un challenge
que l'on vient de mettre en ligne dans le cadre du sommet IA dont vous avez sans doute entendu parler. Donc, pour ceux qui sont intéressés ou qui sont éventuellement sur YouTube, voilà l'adresse de notre site web. Vous pouvez aller voir. Et là, tous les élèves peuvent s'inscrire directement ou vous pouvez le faire pour votre classe. Donc, ça s'adresse aux lycéens de toutes les filières. Et vous le verrez que là, on offre un parcours guidé pour comprendre les fondamentaux de l'IA, mais ça demande de connaître les bases de Python de seconde. Donc ce sont des choses assez élémentaires qu'on demande, mais quand même qu'il faut comprendre. Et l'enjeu ici, c'est de reconnaître un chiffre, mais non pas deux chiffres, mais tous les chiffres possibles qui sont écrits sous forme manuscrite. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un neurone? Ça, c'est pour votre propre culture et on le montre dans le cadre de ce challenge. Dans ce cas-là, c'est une unité de calcul qui va prendre non pas une ou deux caractéristiques, mais qui peut en prendre beaucoup plus, et donc qui va nous permettre d'avoir une description des données beaucoup plus fine. Donc voilà les caractéristiques. Elles vont rentrer dans ce neurone, et le neurone va produire à la sortie un vote. Ce vote, c'est d'une certaine manière une moyenne pondérée des valeurs des caractéristiques, pondérée par des poids. Et ces poids, c'est ce que l'on va apprendre, plus une constante qui est un biais B ici qu'on va apprendre. Donc chaque neurone, vous allez le voir, va faire un vote. Donc un neurone, c'est décrit à nouveau par un paramètre, T, toujours la même notation, mais ici le paramètre, j'en ai pas un, deux, mais j'en ai potentiellement beaucoup plus, c'est tous les poids du neurone. Ces neurones, ils vont être organisés sous forme d'un réseau avec une couche. Donc vous avez plusieurs neurones et chaque neurone va faire un vote pour une réponse possible. Voilà l'entrée des caractéristiques. Et la réponse, ça va être tout simplement l'index, donc le chiffre, qui correspond au vote qui est le plus grand. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un perceptron. Il y a un algorithme d'apprentissage et à nouveau, le principe de ces algorithmes d'apprentissage, c'est d'apprendre à partir des erreurs. Chaque fois que l'algorithme fait une erreur, les poids sont ajustés avec un algorithme qui a été proposé par Rosenblatt, qui était un chercheur au MIT en 1957. Donc le challenge qu'on propose, c'est à la fois de découvrir et de comprendre ça, mais surtout de proposer aux participants de trouver leurs propres caractéristiques qui va permettre d'avoir l'erreur la plus petite. Et ça, c'est un problème qui peut être attaqué de façon tout à fait simple, on donne des exemples, mais qui peuvent amener jusqu'à des mathématiques extraordinairement subtiles. Les derniers articles publiés là-dessus, c'était il y a 2-3 ans. Donc c'est vraiment des choses qui peuvent être profondes et en même temps qui peuvent s'attaquer avec des outils très simples. Donc l'objectif de tout ce programme. Comme j'ai dit, notre but, évidemment, c'est d'améliorer la motivation et la compréhension des maths enseignées au lycée. Et donc, cette évaluation, on le fait avec le programme ID, qui est un programme qui fait des évaluations notamment randomisées, avec une méthodologie qui nous aide donc à approcher cette évaluation. Un des points très importants pour nous au lycée, c'est l'orientation, c'est-à-dire encourager les élèves d'aller vers des études scientifiques, pas forcément purement mathématiques, et donc le suivi des parcours des élèves est un critère d'évaluation particulièrement important pour nous, y compris après vers l'université. Et puis je le disais, un autre objectif derrière tout ça, c'est de démystifier l'IA, de faire comprendre que derrière, eh bien, il y a essentiellement des mathématiques et de l'informatique, mais que les principes sont des principes mathématiques, et donc de remettre les mathématiques au centre de tout ça. Alors, le projet, rapidement, son évolution en 2024, donc on a essentiellement travaillé avec l'Académie de Lille et celle de Paris en partie, en faisant aussi quelques expérimentations avec des professeurs à New York. Pourquoi aux États-Unis? Parce que c'est une culture différente, c'est une façon différente d'approcher les problèmes, et pourtant, on se rend compte qu'ils font face au même type de difficultés. La formation en classe, on l'a fait donc des professeurs
On l'a fait avec une quarantaine de professeurs en 2024 et ça a été testé dans plus de 10 établissements sur à peu près 300 élèves avec 4 chapitres. Donc pour l'année prochaine, l'enjeu évidemment, c'est petit à petit d'augmenter. Il y a un enjeu de s'assurer que ça fonctionne. C'est aussi une recherche pédagogique et didactique derrière tout ça. Et on va passer à plus de 100 professeurs et plus de 2000 élèves. Mais évidemment, on est très loin des chiffres du lycée. Les chiffres du lycée, c'est 20 000 professeurs et 925 000 élèves. Donc l'enjeu, et qui est vraiment le piège de toutes ces initiatives, c'est le passage à l'échelle. Être capable de passer à des chiffres qui sont beaucoup plus importants. Ce que ça veut dire, c'est d'abord avoir des contenus très simples à prendre en main par les professeurs. Il faut qu'on puisse faire des formations de 3 à 4 heures, pas plus, et que les professeurs soient capables d'utiliser ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des connaissances en IA et autres, mais on donne tous les éléments pédagogiques, à la fois en classe, pour qu'ils se retrouvent dans leur monde, c'est-à-dire le monde des mathématiques du lycée. Il y a aussi évidemment un enjeu d'adaptation à la diversité des élèves, que ce soit au lycée ou fin de collège. Et là encore, c'est grâce à ce co-développement qu'on fait avec l'Éducation nationale que petit à petit, on arrive à faire face à ces questions. L'autre enjeu qui est très important évidemment dans ce genre d'initiative, c'est la formation des professeurs. Donc on a commencé en présentiel, mais ça, très probablement, ça ne passera pas à l'échelle. Et il y a un modèle qui nous est proposé notamment par Mathieu Nebra, qui est l'un des cofondateurs d'Open Classroom, qui consiste à faire ce type de formation par vidéo, mais avec des échanges de mentorat. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on va expérimenter pour voir dans quelle mesure on peut ainsi joindre la majorité des professeurs. Une des questions, évidemment, c'est pourquoi est-ce que les professeurs auraient envie de faire ce genre de choses? La réponse qu'on a pu observer en discutant de nombreux d'entre eux, c'est que de toute manière, ils sont confrontés à l'intelligence artificielle. De toute manière, l'intelligence artificielle rentre en classe, il n'y a pas le choix. Et donc, quant à faire, autant l'utiliser pour son propre enseignement. Il y a une autre réponse, c'est que ce sont des très très belles mathématiques qui sont derrière. Et quand on échange, quand on fait ces formations avec des professeurs de maths, il y a un vrai plaisir de découvrir que les mathématiques qu'ils enseignent à leurs élèves touchent ce genre de problème, mais touchent aussi des mathématiques qu'ils ont étudiées en licence, en maîtrise et au-delà. Donc il y a un très beau chemin de maths. Et c'est aussi un des plaisirs de travailler dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que je suis relativement optimiste sur la capacité de passer à l'échelle, mais évidemment, il y a beaucoup d'obstacles qui sont derrière. Alors avant de passer la main à Miguel, je voudrais remercier toute l'équipe de Matadata, avec Mathieu Nebra, dont j'ai parlé ici, qui maintenant dirige l'équipe, Hakim Viennet, qui est ici sur la gauche, qui est vraiment le responsable pédagogique, qui a mis en place l'essentiel de tous ces contenus, Delphine Grison, qui nous a ici rejoint, et puis il y a une équipe d'informatique, parce que d'un point de vue informatique, c'est malgré tout assez lourd. Il y a une plateforme à mettre en place. Et puis, Louis Capietto et Andrada Kilas-Miran, qui sont deux professeurs qui développent les contenus et qui organisent aussi ce co-développement avec l'Éducation nationale. Ce qui me permet de faire la transition avec Miguel, qui est vraiment la personne qui nous a permis, en nous mettant ou plutôt le pied à l'étrier, de développer ça en collaboration avec des professeurs. Donc, je vous propose de passer à sa présentation avant qu'on prenne les questions à la fin. Alors, voilà, donc vous aurez le deuxième point de vue, qui est un point de vue plus distancié d'un inspecteur de l'Éducation nationale sur ce type d'enjeu. Merci beaucoup Stéphane. Merci.
Donc, alors, hop. Tout d'abord, j'aurais tendance à vouloir approfondir en tant que mathématicien le propos tellement le contenu mathématique est magnifique et vraiment l'approche est très belle. Hein, vraiment, je vous invite à approfondir un petit peu tout ça en regardant un peu sur le site. Et puis pour ceux qui auront l'occasion d'être en lien direct avec les ressources, c'est vraiment assez magnifique. Mais je vais me placer dans mon intervention dans une perspective plus institutionnelle. Donc je vais parler, en fait, montrer un petit peu en quoi ce projet rencontre vraiment les enjeux et les problématiques qu'aborde le ministère. Donc aussi voir en fait comment le co-développement qui a été initié avec l'Académie de Lille et qu'on a pu mener aux côtés de Stéphane, toute son équipe, avec mon collègue Benoît Paté, qui est un inspecteur mathématiques sciences, comment tout ça a été déjà pensé pour le passage à l'échelle. Donc on reviendra un petit peu là-dessus, puis on verra un petit peu aussi quels défis et perspectives de ce passage à l'échelle, hein, puisque en fait c'est vraiment dimensionné pour qu'il puisse y avoir un passage à l'échelle. Alors, tout d'abord, vraiment, ce programme permet vraiment de redonner du sens aux mathématiques enseignées au lycée et aussi de la motivation pour les élèves. On a tout d'abord, en fait, vraiment, ça, tu l'as bien expliqué, Stéphane, c'est vraiment, il y a un cheminement, un travail sur le cheminement vers l'abstraction. Alors, le ministère a développé beaucoup d'énergie et des ressources pour travailler justement sur cette approche qu'on appelle, par exemple, manipuler, représenter, abstraire, avec une place importante à la verbalisation, à destination du premier degré, pour le collège, mais la nature des concepts qui sont enseignés au lycée rend ça plus difficile. Et donc on a un petit peu plus de difficultés à travailler là-dessus, et le programme Matadata qui a pu vous être présenté là, brièvement par Stéphane aborde complètement ce point de vue. Donc en fait il y a vraiment une approche manipulatoire. Donc ça aide vraiment les élèves à franchir les ruptures conceptuelles qu'il y a entre l'enseignement au collège et l'enseignement au lycée. Donc en fait, y compris dans la perspective des examens, qui a un formalisme un peu plus fort, là en fait il y a vraiment aussi cette continuité, on peut comprendre à quoi servent les concepts. On a vu l'exemple des équations de droite, c'est assez magnifique. Et surtout, ça va permettre de résoudre un problème qu'on rencontre. En fait, il y a une compréhension de surface. Alors, une compréhension de surface, souvent dès le collège, par exemple, Stanislas qui est présent ici, c'est combien l'enseignement des fractions est difficile et on a du mal. Et en fait, souvent, parce que dans l'enseignement, il y a une compréhension de surface, c'est-à-dire une réussite de surface des élèves. Ils réussissent aux exercices qu'on leur donne. Et puis, on s'aperçoit, arrivé en quatrième, qu'il y a une grosse un écueil total quand on va commencer à avoir des fractions avec des dénominateurs négatifs, etc. Alors ce problème, on le rencontre complètement au lycée. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des élèves qui vont avoir compris la notion de fonction, et puis arriver sur les notions de dérivées, on va reperdre encore des élèves, puis à chaque nouvelle notion, on va encore perdre des élèves. Et là, vraiment, la compréhension en profondeur que permet dès la seconde, et même en fait avec des perspectives d'enseignement même au collège, hein, sur les aspects statistiques, vraiment, il y a ce programme Matadata permet vraiment d'apporter une solution à ce sujet. Moi, j'ai pu assister à des séances en classe. On voit vraiment les élèves aussi vraiment engagés. Donc, il y a vraiment ce travail avec cette verbalisation. Ils arrivent un petit peu à imaginer des solutions. Donc, il y a travaillé vraiment cette intuition. Donc, ça, c'est assez incroyable. Et aussi relier les mathématiques aux révolutions technologiques et répondre en fait à cette question, à quoi ça sert les maths? Voire contourner la réponse déjà des élèves, ça ne sert à rien. Donc là, en fait, ils s'aperçoivent que ces mathématiques, ça sert, sur l'équation de droite, elle sert à distinguer si c'est un 2 d'un 7, d'un fœtus, un électrocardiogramme d'un fœtus sain, d'un fœtus malade. Ah bon, c'est ça que c'est l'équation de droite qui permet de faire ça, ou c'est le produit scalaire avec des applications magnifiques hein, qui donneraient envie d'approfondir. Et évidemment, de comprendre que les mathématiques sont au cœur de l'IA, ça redonne du lustre à notre discipline qui a ô combien besoin d'être réenchantée, ce qui est l'objet de ce cycle de conférences. Et j'ai envie de donner 2 exemples marquants, c'est-à-dire que aussi pour l'institution, les statistiques, c'est un chapitre qui est un petit peu austère. Donc on a un peu des exercices qui sont un peu toujours les mêmes, qui sont assez peu motivants pour les élèves.
On se souvient un petit peu des études, des moyennes, voilà, des moyennes fictives ou des prix de revient de choses. Voilà. On avait tout ce travail-là qui ne passionnait pas tellement les élèves et pas non plus tellement les professeurs, je vais un peu en parler. Et là, on a vraiment un outil, comme l'a montré Stéphane, avec un seuil assez simple. On arrive à 30%, seulement 30% d'erreurs pour une reconnaissance, pour avoir programmé une IA qui reconnaît des 2, des 7, c'est quand même assez extraordinaire. Donc on est vraiment face à des choses magnifiques. Et le deuxième exemple, c'est l'exemple que vous a montré Stéphane sur l'algorithme de descente des dérivés, avec une suite récurrente, bon, un petit peu, il faudrait revoir la présentation, qui est enseignée en spécialité de terminale. Et bien, directement, c'est la même, cet algorithme de descente des dérivés, c'est l'algorithme de descente de gradient qui est utilisé dans les grands LLM, c'est-à-dire que comment fonctionne l'IA. Et d'avoir un objet d'enseignement qui est exactement celui qui est utilisé par une des plus grandes révolutions technologiques et sociologiques, je m'adresse à M. Wenger, de l'ère moderne, c'est quand même assez extraordinaire. Et ça, c'est inédit. Donc, ce n'est pas seulement un levier pour les élèves, mais c'est vraiment un levier de développement professionnel et d'évolution des pratiques pour les enseignants. Et ça, on l'a constaté en formation. Avec mon collègue Benoît Paté, quand on a eu de très nombreux retours des formations qui ont été développées dans l'académie auprès des professeurs, et vraiment, il y a un aspect, ils étaient vraiment ravis, ça a été considéré, les termes, c'est vraiment une bouffée d'air dans leur enseignement, parce que ça répond à une double problématique, c'est-à-dire que ça redonne aussi du sens et de la puissance à notre matière, qui est souvent décriée, c'est-à-dire qu'on est souvent en échec, on est plutôt en échec, nos élèves sont en échec. Donc, quelque part, c'est peut-être aussi le fait des enseignants et des inspecteurs et des ministères et de tout ça et de nous tous. Mais là, justement, de voir sous un angle nouveau, cet angle aussi en lien avec la recherche, en lien avec un choc sociétal qui est cette percussion de l'IA dans l'enseignement, le fait donc de comprendre ça, donc se développer sur cette compréhension aussi du fonctionnement un peu opaque, même pour des mathématiciens, de redécouvrir que les maths qu'on enseigne servent à ça, il y a vraiment une estime de soi qui se développe chez nos collègues enseignants. Et ça, c'est véridique. Et de même, l'expérimentation en classe, comme j'ai pu le voir, ils éprouvent un plaisir parce qu'il y a aussi cet effet sur les élèves. Il y a aussi cette possibilité d'avoir une approche nouvelle sans avoir de difficultés. Donc ça, vraiment, aussi, ça répond à cette demande aussi qui est très large, c'est d'avoir des formations sur l'IA, de comprendre comment ça fonctionne, etc. Mais je dirais que aussi, ça a un impact plus profond. C'est sur le changement de posture et d'approche pédagogique. Parce que développer une approche expérimentale comme celle-ci, c'est assez complexe, c'est assez lourd. Tu l'as rappelé, Stéphane, une approche PBL, c'est compliqué à mettre en place, c'est souvent coûteux en temps. Et si on prend ça d'un point de vue institutionnel, c'est voué à l'échec parce qu'on n'aura pas notre public. Tandis que là, on a des blocs petits qui peuvent s'insérer dans les pratiques. Et vraiment, c'est-à-dire qu'en plus, c'est clé en main. Bon, il y a tout le travail, et franchement, je remercie encore tout le travail qui est fait par les professeurs, notamment donc, en particulier ceux de l'Académie de Lille, qui travaillent, essayent, expérimentent, font des retours. Il y a tout un travail, une logique que je vais un peu redévelopper derrière. Tout ce travail-là, en fait, leur permet d'avoir des ressources après clés en main on parlera du passage à l'échelle, et peu coûteuses en temps, peu coûteuses en énergie, assez facile à s'approprier en formation. Donc ça, vraiment, c'est très nouveau. Et plus profondément, on en parlait tout à l'heure, ça réhabilite la place de l'erreur dans l'enseignement. Vous avez vu un peu le système qu'a proposé Stéphane. On a au début une approche un peu naïve qui va avoir, je ne sais plus, 40% d'erreurs. Puis on améliore un peu le principe. Et là, il y a vraiment une idée de score. Donc il y a des aspects ludiques aussi. C'est-à-dire qu'on améliore, on positionne mieux sa droite et hop, on performe encore davantage. Et à la fin, on peut développer en autonomie des nouvelles approches, des nouvelles caractéristiques qui vont carrément minimiser l'erreur jusqu'à le diviser par 10. Et ça, typiquement, même chez les enseignants, ça permet de réhabiliter cette approche progressive. C'est-à-dire que l'élève va faire des erreurs qui sont des jalons sur l'apprentissage, qui vont permettre de comprendre en profondeur des concepts, plus en profondeur qu'une réussite directe à un exercice trop basique ou l'impossibilité de réussir un exercice d'emblée trop difficile. Donc là, vraiment, on a une approche progressive qui est liée aussi au plaisir, à l'intuition. Donc
compétences psychosociales, mais je ne vais pas développer, mais on a vraiment aussi tout ça qui est intégré dans cette approche. Et une forme d'explicitation aussi de l'enseignement, puisqu'il y a un contrat didactique interne à cette approche, qui est celle justement de faire des erreurs et d'améliorer, de regarder le score du copain, de voir comment il a fait, quelle approche il a développée. Donc ça, c'est vraiment puissant. Il y a aussi un enjeu qui dépasse, mais là je ne vais pas trop développer, qui dépasse le seul enseignement des mathématiques, c'est vraiment un enjeu d'éducation à l'IA. Et ça, très clairement, il y a aussi cet enjeu de préparation au métier d'aujourd'hui et de demain. Et là, le fait qu'on ait une sensibilisation, une compréhension des concepts clés de l'IA, on répond à une problématique qui dépasse même celle de l'éducation nationale, qui est vraiment une problématique sociétale, française, européenne. On a vraiment tout le sommet mondial autour de l'IA. Donc là, vraiment que la France puisse avoir en son sein un programme qui permette ça, c'est inédit, et puis c'est une réelle chance. Et ça permet aussi de résoudre un problème d'enjeu citoyen et civique. C'est-à-dire que notamment en formant des élèves qui, dès la seconde, même s'ils abandonnent les mathématiques, puisqu'on peut abandonner les mathématiques, au moins en tout cas un travail en profondeur des mathématiques au niveau de l'aspect, mais on aura le tronc commun. Mais même ces élèves-là, ils vont passer, en ayant le programme de seconde, un petit challenge, un unique challenge, ils vont comprendre comment ça fonctionne et ça ne deviendra plus magique. Ils auront eu accès à cette compréhension et ils ont toute la possibilité de développer plus tard une compréhension plus grande, approfondie, peut-être par la suite de leurs études, par des modules ultérieurs, y compris dans des filières non scientifiques. Et ça, si on peut passer si chaque élève de France pouvait passer par le biais justement d'un petit challenge, on aurait déjà résolu beaucoup de défis. Et quelque part, c'est un projet qui s'inscrit dans une dynamique nationale. Il y a un cadre d'usage de l'IA qui est en train d'être développé par une concertation nationale, aussi bien des professeurs, chefs d'établissement, inspecteurs, etc., très large, inspection générale évidemment. Et ça, là, typiquement, on peut développer une acculturation à l'IA. Dans l'académie, on a développé ça, c'est-à-dire que dans un établissement où il y avait du metadata, un professeur a créé une formation de proximité pour d'autres enseignants, y compris un enseignant de philosophie, partant de la base de metadata qui était développée dans l'établissement, développer une formation un peu plus globale autour de l'IA. Et ça, voilà, donc là, c'est un enjeu j'ai pu travailler avec la direction du numérique pour l'éducation, travaille en académie avec la DRAN, sur ces sujets, et c'est vraiment quelque chose de puissant. Et metadata est en particulier intégré à la stratégie académique qu'on développe dans l'Académie de Lille autour de l'IA, donc développé en s'appuyant sur justement ce futur cadre, mais aussi les cadres de compétences de l'UNESCO avec 3 niveaux, acquérir, découvrir, acquérir et créer. Donc en fait, vraiment, metadata va être un instrument aussi d'une stratégie plus large autour de l'acculturation à l'IA dans l'éducation. Alors, la dynamique de co-développement. Quand on a contacté Stéphane, il y a plus de 2 ans maintenant, pour intervenir à un forum des labomates qu'on organisait avec mon collègue Benoît Paté, il nous a dit, je suis d'accord, mais j'ai une nouvelle idée, je voudrais développer les challenges data, mais cette fois-ci au niveau du lycée. On a dit, pas de problème, on est vraiment parti là-dessus, et donc avec cette co-développement, dans une logique de co-construction de co-développement, mêlant l'équipe metadata, l'inspection académique et les enseignants. Et l'idée, c'est vraiment de travailler un ancrage à la fois pédagogique, mais aussi un regard sur la didactique et le rapport avec l'institution. C'est-à-dire que les ressources, elles sont construites avec ce triple regard et qui permet justement au système de s'adapter et de répondre à différents besoins. Parce que quelque chose qui se développerait de manière horizontale uniquement avec les enseignants ne rencontrerait pas l'accord de l'institution. Si ça se développe de manière autonome, ça peut être compliqué. Si c'est quelque chose qui descend de l'inspection, on l'a fait, on le fait en formation, mais c'est très complexe. Et là, ici, donc, il y a justement cet équilibre et cette itération surtout qui permet d'avoir des ressources robustes et qui s'adaptent au profil d'enseignant. Typiquement, quand on a sélectionné les premiers enseignants, une quinzaine d'enseignants, on a pris des profils différents. Des collègues qui sont acculturés avec le numérique, qui par exemple enseignent en SNT, qui enseignent en NSI. Et donc, ces collègues-là, en fait, on a mis à côté des collègues moins motivés, peut-être qui intègrent moins le numérique dans leur pratique.
trois établissements où il y avait des labomates, mais aussi un établissement dès le départ où il n'y avait pas de labomates, pour se dire que plus tard, ça puisse se développer dans tous les types d'établissements et pour tout type de professeurs. Donc, on a très vite vu avec Hakim et Stéphane et toute l'équipe que trop de numérique, trop de Python aurait bloqué le passage à l'échelle chez les élèves et chez les enseignants. Donc, on a donc développé ça. Et c'est vraiment l'idée, ça a été de travailler sur cette mutualisation des expertises, des chercheurs, des pratiques de terrain, de l'institution, pour assurer en fait la pérennisation des usages, que ce ne soit pas uniquement une innovation passagère, mais qu'on puisse l'ancrer dans une perspective de fond et qu'on puisse créer un cadre qui puisse être transférable aux autres académies. Alors, les perspectives du passage à l'échelle, il y a cet accompagnement des enseignants, mais aussi des inspecteurs, puisqu'en fait, si on veut que ça puisse se développer, il va y avoir cette dimension donc des formations qu'on a développées. On a développé des formats de formation, des formats de développement pluriannuel avec un groupe de 15 professeurs, 50 professeurs, et après une autonomie de l'académie. C'est ce qu'on a développé dans notre académie. Mais il y a besoin d'acculturation des collègues inspecteurs. Et ça, c'est tout le travail qu'on va pouvoir faire aussi. Notamment, je pense à Hakim, Mathieu, et tout le travail qu'on va faire avec les collègues qui rejoignent l'institution, et puis qu'on va pouvoir faire, nous, en tant qu'inspecteurs, auprès de ces collègues, pour leur expliquer aussi l'angle institutionnel, la manière de choisir les enseignants, de comment construire quelque chose de robuste et qui s'assoit dans des pratiques et qui puisse se développer sur plusieurs années. Cette structuration du déploiement aussi, avec le choix des professeurs qui vont devenir des formateurs, les premiers professeurs vont pouvoir devenir des formateurs locaux et qui vont pouvoir asseoir ces pratiques, tout en parallèle, une fois que l'académie sera complètement acculturée, avec une formation renforcée que peut développer Matadata avec toute cette approche Open Classroom. Donc il y a vraiment cette structuration globale, et puis qui puisse s'articuler aussi avec les politiques nationales, évidemment, donc ça, dans lesquelles s'insère complètement le propos de Matadata, mais aussi des perspectives académiques. Il y a des académies qui mettent des curseurs sur l'égalité filles-garçons. C'est un peu c'est nous aussi ce que j'ai pu voir, et c'est un sujet sur lequel je travaille dans l'Académie de Lille. On voit que ça fonctionne, les jeunes filles participent, sont motivées. Mais d'autres académies vont travailler sur l'orientation vers les études supérieures, sur la réduction des inégalités. Donc il y a vraiment des curseurs, et ça, c'est important que les inspecteurs soient formés. Alors, dernier point, comment on peut envisager. Alors, le passage à l'échelle, il est pensé dès le départ par palier. Je n'y reviens pas, mais vraiment comment on structure les groupes de professeurs, comment on choisit les profils, comment on étoffe à 50, donc c'est un peu 15, 50 et après académie autonome. Et il y a ce travail justement où l'académie vient autonome, donc ça permet à l'équipe Matadata qui propose un accompagnement personnalisé, un suivi très fort sur les équipes. Donc en fait, par exemple, 15 professeurs au départ, c'est ce que Matadata peut suivre, donc 3 académies par an, et va pouvoir comme ça suivre de manière approfondie. Puis l'année d'après, on a déjà un socle de professeurs formés, donc c'est plus facile de passer à 50, donc avec des nouvelles modalités de travail, et après l'académie autonome. Donc finalement, ce principe va permettre de passer complètement à l'échelle. Mais tout en continuant des ajustements continus justement grâce à l'expérimentation. Donc il y a vraiment les matrices de retour d'expérience, le test des nouveaux défis, des nouveaux notebooks qui vont être produits. Et ça, c'est clair que dans l'Académie de Lille, il y a déjà 2 années d'expérience. Donc ça, c'est très facile. Donc les collègues aussi, ça fait des nouveaux défis pour eux. C'est-à-dire qu'ils intègrent dans leur pratique des défis qui sont maintenant un peu comme des chapitres qu'on pourrait prendre dans des ressources numériques autres. Et là, ils vont pouvoir aussi tester, s'appesantir sur des nouveaux défis, faire des retours. Et donc, il y a toute cette logique de réseau qu'on a pu développer, de réseau qui grossit, rend le passage à l'échelle plus facile. Et ce cadre, finalement, qui est déjà éprouvé, donc dans notre académie, qui se développe maintenant dans d'autres académies aussi, qui va se développer, et déjà va être transférable et clé en main. Donc en fait, l'idée, c'est qu'en fait, dans ces 15 premiers professeurs, ils aient des ressources pas non plus avec un échec qui peut être, c'est-à-dire que si ça ne marche pas, les ressources qu'ils vont pouvoir tester, les 15 premiers enseignants d'une nouvelle académie, elles sont robustes, elles ont été testées par des collègues, vues par l'inspection. Donc en fait, c'est des ressources qui sont performantes. Et comme ça, ils vont pouvoir s'acculturer et développer les choses qu'avec des réussites, et tout en travaillant justement un retour d'expérience de plus en plus grand. Stéphane, tu parlais de 2000 élèves, mais il n'est pas impossible que dès cette année,
si tous les enseignants peuvent le programmer, ce qui est programmé, c'est qu'on va arriver quasiment à 2000 élèves dans l'académie. Peut-être même 2 à 3000 suivant la profondeur de champ. Donc vraiment, on a quelque chose qui a été d'une idée directrice, on l'a opérationnalisé direct avec ce triple regard metadata, recherche, inspection et professeur. Et pour le penser, dans cette difficulté de passage à l'échelle, c'est que parfois on a des beaux principes qui sont même issus de la recherche, on en a beaucoup d'éléments, on a des ressources, mais que ça passe difficilement dans les classes. Et là, c'est que ça a été créé à l'intérieur des classes, avec des retours, avec des profils différents, ce qui fait que les ressources produites, elles correspondent à des profils très variés d'enseignants, maîtrisant le numérique plus ou moins, et avec cette possibilité en plus de redévelopper quelque chose de plus profond autour de l'informatique et du code, comme l'a présenté Stéphane. Donc on a vraiment quelque chose qui peut absorber tous les profils d'enseignants et toutes les perspectives d'enseignement des mathématiques, d'enseignement du numérique, d'enseignement de l'IA. Donc c'est vraiment quelque chose de puissant. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.